Merci pour l'invitation. Merci parce que ça fait à peu près 10 ans que je suis invité à la SRLF, pas toutes les années, mais régulièrement. Puis la première fois que je suis venu parler de ça, il devait y avoir 4 personnes dans la salle. Donc je vois que progressivement, c'est quelque chose qui au moins intéresse de plus en plus de personnes. Merci aux orateurs précédents qui ont fait une introduction parfaite à ce qu'on m'a demandé de faire, c'est-à-dire les perspectives thérapeutiques dans ce contexte d'immunodépression induite par le sepsis. Donc brièvement, mais ça a été dit, donc l'immunosuppression va avoir différents types de conséquences qui sont de près ou de loin rattachées à une augmentation de la mortalité, bien que ce ne soit pas clairement démontré. Disons que pour l'instant, c'est des associations entre des complications et une mortalité augmentée. Et pour vous donner une idée de ce que ça représente sur une cohorte de choc septique qu'on a monitoré avec HLADR, donc ce qui a été présenté par Frédéric, eh bien, si on regarde la mortalité, on a une mortalité précoce qui est dans cette cohorte de 24%. Et puis, on a derrière donc les patients qui survivent et chez lesquels on monitore l'immunodépression. Et les patients qui ne vont pas restaurer leur immunosuppression représentent la moitié des patients initiaux en choc septique. Et c'est dans ce bras-là qu'on va retrouver 65% de la mortalité, évaluée à 28 jours. Donc c'est probablement quelque chose d'important, au moins de manière quantitative, sur une cohorte de choc septique. Donc si on fait l'hypothèse que c'est quelque chose qu'il faut corriger, on peut se pencher sur les différentes approches d'immunostimulation qui existent. Donc il y a différentes revues qui ont été publiées. Il y a celle-ci de Richard Hotchkiss et de Steve Opal qui décrit l'ensemble des cibles thérapeutiques qu'on pourrait avoir. C'est beaucoup basé sur de l'expérimental. Et moi, je vais vous présenter aujourd'hui les molécules qui ont été soit déjà utilisées, soit qui vont être utilisées dans les mois qui viennent au sein d'essais cliniques. Donc si on simplifie la figure de Opal et Hotchkiss, globalement, on se retrouve avec une immunodépression qui, ça a été dit, concerne les deux bras de la réponse immunitaire. Et donc, on va avoir deux options. Soit essayer de stimuler la réponse innée. Et là, on a deux molécules principales qui ont déjà été utilisées, l'interféron gamma et le GM-CSF. Et la deuxième possibilité, c'est d'essayer de restaurer l'immunité adaptative, le versant lymphocytaire. Et là, on va avoir deux candidats qui commencent à faire beaucoup parler d'eux. Premièrement, l'IL-7. Deuxièmement, les anticorps monoclonaux anti-PD1 et anti-PDL1. Ça a été dit précédemment. Et il y en a un troisième que je présenterai à la fin, qui est la thymolysine, qui est une hormone thymique qui a déjà été utilisée. Donc on va reprendre successivement ces différentes molécules. L'interféron gamma que vous connaissez, qui est utilisé en France, qui est enregistré pour la granulomatose septique chronique. Donc on a quand même un petit peu de recul sur cette molécule. Et ça a été utilisé dans quelques essais. Celui-ci, publié en 1997 dans Nature Medicine, très célèbre dans le domaine, qui est souvent cité. Malheureusement, ce n'était pas une étude randomisée. Et c'est une étude qui était stratifiée sur la mesure d'HLA-DR dont on a parlé. Donc les patients étaient inclus dans l'étude uniquement s'ils présentaient un HLA-DR bas, inférieur à 30%, peu importe les valeurs, 2 jours consécutifs. Et donc, si c'était le cas, ils recevaient de l'interféron gamma. Et dans ce groupe de patients, la mortalité était de 33%, alors qu'un groupe contrôle, avec les mêmes caractéristiques immunologiques, présentait une mortalité de 58%. Une autre étude qui utilisait l'interféron gamma, avec la particularité de mesurer HLA-DR dans les liquides bronchoalvéolaires. Même principe, HLA-DR inférieur à 30%, les patients rentraient dans l'étude. L'étude était randomisée, c'est des tout petits groupes de patients, placebo versus interféron gamma. Dans le groupe donc immunodéprimé sur la base du HLA-DR
qui recevait le placebo, infection nosocomiale 50%. Le groupe qui recevait de l'interféron gamma, infection nosocomiale 9%. Et en parallèle, le groupe contrôle avec une immunodépression non marquée, en tout cas avec un HLA-DR supérieur à 30%, infection secondaire 10%. Donc en restaurant l'immunité, on se retrouvait avec un taux d'infection nosocomiale similaire au groupe immunocompétent. Du fait des petits groupes de patients dans cette étude, il n'y avait pas d'effet sur la mortalité. Et puis, il y a toute une série de cas cliniques qui sont rapportés. Il y a celui-ci qui était au départ une étude observationnelle, qui a été citée par Frédéric, par le groupe de Didier, qui, chez certains patients, et peut-être que Didier pourra commenter, chez les patients qui perdurent en réanimation avec un HLA-DR très bas, l'interféron gamma a été utilisé et a permis, de complètement, au niveau bactériaux, de stériliser les sites infectieux et, à ma connaissance, d'avoir des patients qui sortent de réanimation. Il y a des essais qui sont en cours en Hollande, menés par l'équipe du professeur Netea. Là, ça a été utilisé, c'est utilisé à l'heure actuelle dans des infections fongiques qui perdurent. Et l'interféron gamma, encore une fois, ce sont des tout petits groupes de patients, restaure les fonctions immunitaires et améliore la situation clinique des patients. Cette étude, enfin plutôt ce cas clinique récemment publié dans la revue bleue sur un sepsis persistant à Staph, avec là encore un monitorage immuno et une restauration des fonctions immunitaires grâce à l'interféron gamma et une bonne restauration clinique. Donc, quelques essais cliniques et puis surtout pour le moment des cas cliniques qui sont publiés. La deuxième molécule qui a été utilisée dans ces contextes, c'est le GM-CSF. Alors c'est une molécule qui n'est plus enregistrée en France, qui s'appelle le KIN. Et donc il y a des difficultés pour mener des essais cliniques dans ce contexte. Néanmoins, il y a un bel essai clinique qui a été publié par l'équipe de Berlin, publié dans la revue bleue en 2009, où, une fois encore, ils ont stratifié les patients sur la base d'un HLA-DR très bas, 2 jours de suite, et les patients étaient à ce moment-là inclus dans l'étude et recevaient du GM-CSF. Là, c'était un essai randomisé. Vous pouvez le voir, il y a une magnifique restauration de l'expression de HLA-DR à la surface des monocytes. Il y a une restauration de la fonctionnalité de ces cellules qui se remettent à produire du TNF pour répondre à la question de monsieur. Je vais faire un petit aparté puisque je voulais commenter tout à l'heure. Sur les tests fonctionnels, là typiquement, on voit que l'information elle est probablement plus pertinente avec l'expression de HLA-DR à la surface qui est très claire. Et pour les monocytes, ça se discute. Néanmoins, votre point est tout à fait juste pour les lymphocytes. À mon avis, pour l'instant, le simple fait de numérer des lymphocytes ne suffit pas. Et il faudrait qu'on soit capable d'avoir des tests fonctionnels simples à utiliser. Donc ça complète ce qui a été dit tout à l'heure. Donc c'est une étude où il n'y a pas eu d'effet secondaire. Ils ont pu diminuer la durée de ventilation, diminuer la durée de séjour à l'hôpital et en réanimation. Malheureusement, petit groupe de patients, l'étude n'était pas designée pour ça. Il n'y a pas eu d'effet significatif sur la mortalité. Deuxième étude qui a utilisé le GM-CSF, c'était en pédiatrie. La stratification dans ce cas-là a été faite sur des tests fonctionnels, donc la production de TNF in vitro. On a inclus les patients uniquement avec une production de TNF très basse. Et vous voyez que le GM-CSF restaure cette production de TNF. Et en termes d'outcome clinique, dans cette étude, bien que ça puisse paraître très surprenant, vous voyez que le groupe GM-CSF, c'est les colonnes noires, mais il n'y a pas de colonne, puisqu'il n'y a pas eu d'infection nosocomiale. Donc là, il faisait la mesure de l'étude sur l'apparition d'infection nosocomiale. Et dans le groupe traité, il y avait disparition totale des infections nosocomiales en pédiatrie. Une fois encore, des tout petits effectifs. Et puis, pareil que pour l'interféron gamma, le GM-CSF, c'est une utilisation plus récente. On commence à voir apparaître des cas cliniques. Ici, une légionellose
qui traînait depuis plusieurs semaines en réanimation. Au bout d'un moment, les auteurs mesurent HLA-DR et font un petit bilan immunitaire. Tout est effondré, donc ils prennent la décision d'utiliser du GM-CSF. Ils restaurent l'expression et le patient sort de réa un mois après avec des cures successives de GM-CSF. Ça, c'était pour le versant de l'immunité innée. Je passe à l'immunité adaptative et comme ça a été dit par Yves Le Tulzo, beaucoup des molécules potentielles qui pourraient être utilisées dans le sepsis viennent de ce qui est testé en ce moment en cancérologie, puisque, vous savez peut-être, mais en cancérologie, depuis 4-5 ans, une piste thérapeutique majeure est, en complément des thérapeutiques classiques, d'utiliser des molécules qui stimulent le système immunitaire pour aider à nettoyer les foyers cancéreux. Et donc il y a cet éditorial publié dans New England il y a 1 ou 2 ans par Hotchkiss et Moldaver qui s'attachait à faire ce parallèle entre cancer et sepsis. Parallèle qui peut paraître un peu surprenant au premier abord. Néanmoins, il y a vraiment beaucoup de similitudes. La molécule, la première candidate sur le versant de l'immunité innée, c'est l'IL-7. L'IL-7, pour l'instant, c'est une molécule qui est utilisée en cancéro, chez les patients infectés par le VIH et globalement qui s'adresse à des patients qui présentent des lymphopénies majeures. Elle est testée, les essais cliniques sont en cours. Pour l'instant, les études de safety sont excellentes. Il n'y a pas grand-chose à signaler et pour l'instant, les résultats cliniques sont excellents également. L'IL-7 va avoir plusieurs propriétés, va pouvoir restaurer le nombre lymphocytaire, et ça c'est important, puisque ça a été dit, les patients post-choc septique sont extrêmement lymphopéniques et que c'est une lymphopénie qui dure au cours du temps. Et intérêt ici dans cette étude, c'était du VIH. L'injection sur une semaine de 3 doses d'IL-7 a un effet qui perdure au cours des semaines. Et ça, c'est important à prendre en compte dans la thérapeutique parce que les thérapeutiques qui visent le système immunitaire, les cellules du système immunitaire ont des demi-vies courtes. Donc, il va falloir probablement avoir des traitements qui perdurent plusieurs semaines. L'avantage ici, c'est qu'un effet sur les lymphocytes peut durer plusieurs semaines. L'IL-7 restaure le répertoire. Ça a été dit également par les 2 orateurs précédents. Il n'y a plus où le répertoire, après un choc septique, le répertoire lymphocytaire T est effondré après un choc septique. Eh bien, l'IL-7 restaure ce répertoire chez ces patients VIH traités par l'IL-7. Et finalement, l'IL-7, quand on fait la somme, agit sur pas mal d'anomalies qui ont été constatées dans le choc septique. Ça va agir sur les molécules PD-1, sur la prolifération lymphocytaire. Et puis, il y a un effet important qui est de restaurer la production d'interféron gamma dans les cellules CD8. Et là, vous avez un double effet, puisque en restaurant la production d'interféron gamma, eh bien, vous allez restaurer les fonctions monocytaires et les fonctions macrophagiques. Donc peut-être une molécule qui permet, en agissant sur l'immunité adaptative, d'avoir également un effet sur l'immunité innée. Ça marche dans les modèles précliniques, dans les modèles animaux, c'est les modèles qui ont été décrits précédemment. Ici, c'est un modèle de CLP, et sur les animaux, on réinjecte du candida, et l'IL-7, dans ce cas-là, prévient la mortalité. Alors au laboratoire, on a testé cet IL-7 ex vivo sur des lymphocytes des patients septiques et on a montré que l'IL-7 restaurait absolument toutes les fonctions lymphocytaires de ces patients. Vous avez un exemple ici sur la production d'interféron gamma par les CD8. Vous avez le déficit ici. Les barres grises sont les patients septiques et quand vous incubez avec de l'IL-7, vous restaurez totalement cette production et il n'y a plus aucune différence avec des lymphocytes de sujets sains qui en plus étaient des petits jeunes.
Même exemple ici avec STAT5. Vous avez une STAT5 là, après TCR stimulation, c'est la zone grise ici. Vous voyez qu'il y a une diminution chez le patient septique. Si vous incubez avec de l'IL7, vous alignez les deux pics, vous restaurez complètement le signal d'activation via le TCR. Deuxième candidat dans ce domaine, c'est les molécules anti-PD-1. Et je vous ai fait un truc super up-to-date, puisqu'il y a 2 papiers qui viennent de sortir hier dans le New England, qui continuent de montrer des résultats excellents. C'est de la cancéro, hein, on n'est pas encore dans le sepsis, mais pour l'instant les résultats sont très bons. La safety a l'air également plutôt intéressante. Vous avez ici l'impact sur la mortalité, des résultats qui sont très convaincants. Ces 2 derniers papiers publiés dans le New England sont des anti-PD-L1, le ligand de PD-1. Et donc là encore, quand on bloque PD-1 chez des animaux septiques, on restaure la survie. Et ce qui est intéressant pour PD-1, c'est qu'en cancéro, les auteurs ont montré que plus on obtenait une efficacité augmentée du produit quand les cellules cancéreuses augmentaient leur expression de PD1 et de PD-L1. Et c'est des choses qu'on peut faire en clinique dans le sepsis. On l'a fait par cytométrie en flux et on avait montré, ça a été dit précédemment, que les patients qui surexpriment PD1 ou PD-L1 présentent un risque augmenté de mortalité et d'infection nosocomiale. Donc on pourrait éventuellement stratifier l'utilisation de ces molécules uniquement chez les patients qui présentent une surexpression de ces molécules, soit PD1, soit PD-L1. 2 mots sur la thymosine, qui est une molécule peu connue, qui est commercialisée sous le nom de Zadaxine, qui est commercialisée par un labo américain qui s'appelle Cyclone, qui va avoir à peu près les mêmes propriétés que l'IL7, puisque c'est une hormone thymique, donc produite dans le thymus, donc pour la prolifération des lymphocytes T. Il y a cet essai clinique qui a été publié en 2013, avec des résultats tout juste significatifs. L'étude n'était pas stratifiée sur des critères d'immunodépression. Et de manière surprenante, il y a déjà une méta-analyse publiée qui est en pré-published sur PubMed. Alors bon, les résultats sont excellents. Néanmoins, je suis allé chercher les papiers. Il n'y en a aucun qui est accessible. C'est que des revues chinoises. Néanmoins, il y a déjà des méta-analyses sur la thymosine alpha qui semblent présenter un intérêt dans ce contexte. Donc en conclusion, j'ai repris cette citation d'un récent papier de Steve Opal, puisque avec Frédéric, on a reçu des commentaires sur un article en commun hier où on nous a sorti cette citation qui laisse à penser que maintenant qu'on a fait la démonstration que l'immunodépression est installée chez tous les patients, on doit pouvoir traiter tous les patients après un choc septique. Alors, bien évidemment, et ça a été dit, moi, je ne suis pas du tout d'accord, parce que si tous les patients, à un moment donné, présentent une immunodépression, parce que ça a l'air d'être un mécanisme de compensation tout à fait normal en réponse à une réponse inflammatoire exacerbée, il est clair qu'il y a des patients qui vont restaurer par eux-mêmes leur fonction immunitaire, ici ce bras bleu là. Et donc, au point de vue immunologique, ces patients, il ne faut pas les toucher. Ce n'est pas la peine d'aller jouer à l'apprenti sorcier, à envoyer de l'interféron gamma ou de l'IL7. Par contre, ces patients-là, qu'on peut monitorer avec des outils de biologie qui sont maintenant pratiquement de la routine, eh bien, on peut les identifier. Et chez ces patients pour lesquels il y a une immunosuppression qui perdure au cours du temps, ça vaudrait peut-être le coup de tester donc l'immunostimulation. Donc oui, il y a quelque chose à faire avec l'immunostimulation. Néanmoins, à mes yeux, il y a un prérequis très important à appliquer qui est de faire de l'immunostratification, c'est-à-dire de mesurer l'immunodépression chez ces patients. Si on veut stimuler l'immunité innée, il faut faire MHLADR, ça a été dit. C'est un marqueur qui est maintenant bien établi. Pour le versant adaptatif, il faut au minimum faire un compte lymphocytaire et peut-être mesurer le pourcentage de T régulateurs ou l'expression de PD-1 ou de CTLA4 qui sont des corécepteurs inhibiteurs. Et pour finir, la liste, à ma connaissance, des essais cliniques qui vont commencer en 2015, il y a un PHRC national qui utilise le GM-CSF qui va commencer, les premiers patients vont être inclus, je pense, en mars ou avril, essai qui sera stratifié sur HLA-DR.
Il y a un essai qui va commencer avec l'IL7. C'est un essai piloté par Richard Hotchkiss avec des centres français et des centres américains. Il va être stratifié sur le compte lymphocytaire. Seuls les patients les plus lymphopéniques vont rentrer dans l'étude. Et puis, à ma connaissance, mais je ne suis pas impliqué, donc je ne peux pas vous en parler plus en détail, il y a 2 essais cliniques qui vont commencer aux États-Unis avec des anti-PDL1 et avec la thymolisine. Et donc, j'espère que suite à ce papier dans Science en 2013, justement sur l'avènement de l'immunothérapie en cancéro, on aura d'ici quelques années la même chose pour le sepsis. Merci de votre attention.